Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On reprend la semaine comme d'hab, donc avec cette petite variante qu'on a dit. Donc lundi swing, mardi et jeudi intraday, mercredi de l'éducatif. Pour l'instant, on s'occupe donc de trader simplement avec les indicateurs, de faire du pédagogique vis-à-vis de ça. Après, on reprendra début 2019 les émissions à thème comme on faisait avant, un peu la psychologie par-ci par-là, enfin des thèmes précis qu'on va couvrir de façon un peu plus exhaustive. Du coup, et qu'on fera ça donc mercredi matin. Vendredi, on refait donc une émission comme on a dit. Intro, clôture, swing. En gros, on regarde ce qui s'est passé de notable dans la semaine. S'il y a des choses qu'on doit surveiller éventuellement pour des tenues de position ou des entrées de position overweek, c'est-à-dire rentrer le vendredi pour espérer éventuellement un petit gap le lundi. Et évidemment, donc vendredi, on fera dorénavant la séance de questions. Donc les questions, je les fais plus maintenant en fin d'émission pour ceux qui avaient raté ça la semaine dernière. C'est donc la seule chose qui va changer. On fera donc réponse à toutes les questions de la semaine vendredi. Il va de soi que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, donc je vous laisserai le soin évidemment de trier. Dans chacune des questions que vous verrez, il y a un petit truc là, il y a un petit pouce haut ou pouce bas sur la question, hein, d'accord, qui permettra donc en fait de la mettre un peu en avant, en sachant donc que j'essaierai de répondre en priorité aux questions qui sont les plus demandées. Et évidemment, en fonction du temps imparti, j'essaierai de glisser vers des tranches inférieures jusqu'à ce que, bon voilà, on ne va pas faire des émissions de 2 heures non plus, ça emmerde tout le monde, moi y compris. Donc allez, c'est parti. Donc swing, forcément on va parler crypto parce qu'il y a des choses à dire. En termes de swing crypto, hein, donc on va voir est-ce que le bottom est là ou pas là. En tout cas moi des signaux sont là et ils ne sont pas inintéressants. Maintenant ils ne suggèrent pas nécessairement que le creux soit fait. Il suggère en tout cas que s'il n'est pas déjà fait, ce sera le prochain et il y a de très fortes chances en tout cas que si on pousse, ce sera simplement pour faire un excès, probablement début de semaine. Donc on va couvrir l'intégralité de ces possibilités. Ce que j'ai moi donc d'un point de vue graphique, alors hop, voilà, on va cacher ça, d'accord. Normalement je vous ai dit, donc je vous lâche momentum là, normalement. J'aime pas donner de fausses promesses à la con encore une fois, mais normalement aujourd'hui je vous le mets celui-là, donc vous devriez normalement à compter de ce soir ou on va dire au plus tard normalement la fin de semaine, vous devriez avoir à la fois donc framework que je vais mettre à jour parce que j'ai donc rajouté un truc dont je vais vous parler également ce matin pour vous aider à la lecture et donc la version de Momentum et puis plus tard quand j'estimerai qu'il sera potable et utilisable et surtout quand j'aurai trouvé un moyen de vous empêcher de trader de façon automatique avec ça, je vous donnerai celui-là, mais tant que j'ai pas trouvé une solution pour empêcher toute possibilité de trading automatique, je ferai rien. D'accord? Donc je vais voir, est-ce que je vais décaler les alertes d'une bougie, je sais pas, mais je vais trouver le moyen, mais il sera incapable de trader. Ce sera incapable de trader ça de façon automatique. Et tant que j'aurai pas trouvé de solution, vous n'aurez pas cet outil-là. C'est clair et net. Je vous laisse pas la possibilité de faire un truc que je rejette en bloc et surtout pas avec des outils que je vous fournirai moi. Vous faites du trading automatique si vous voulez, il n'y a aucun problème, je vous interdis pas de le faire, c'est pas ça. Mais vous le faites pas avec mes outils. Voilà. Moi, je ne cautionne pas ça. Et il est hors de question que mes outils servent à ça. Allez, on avance. Donc les signaux sont là, ça veut dire pour moi donc des triples signaux sur cette zone-là, donc zone de prix plus Sinoa évoqué plus un momentum favorable sur un niveau de prix escompté, hein, c'est-à-dire que là, la zone des 4000, pour moi, c'était pas intéressant. Hein, je vous rappelle qu'ici, je vous ai dit, on s'en fout. Cette zone-là ne m'intéresse pas. On était dans la black box. Je voulais qu'un signal se produise sous les 4000 et de préférence même sous 3009. Donc, on a bien enfoncé 3009 sans problème. On vient chercher les 3006 qui sont en fait, d'un point de vue daily, c'était la plus basse clôture qu'on ait réussi à faire ici. Alors bon, d'ailleurs c'est marrant parce que ça change de exchange en exchange, mais bon, donc sinon c'est pas grave. 3006 c'est quoi? Ah oui non, c'est doit être une bosse de volume ou Dieu sait quoi. Enfin bon voilà, bref, on est venu chercher un niveau technique, 3006, on fait un signal dessus, c'est plutôt cool, ça signale également en daily. Alors attention, en daily c'est pas non plus un gros, mais en daily on a juste ça, c'est-à-dire quand le momentum est surchargé, d'accord, l'overload de momentum, ça veut pas dire grand chose, ça peut vouloir dire soit qu'on va continuer, c'est-à-dire qu'on pousse le momentum pour aller chercher un niveau technique. Par contre, si ce signal se produit déjà sur un niveau technique, voilà. Donc bon, là le problème c'est que c'est pas un niveau technique extrêmement précis, les 3600, c'est juste en gros un soutien volumique. On voit, moi je vois sans problème au volume profile qu'on peut aller dire bonjour jusqu'à 2000, allez sous les 3000 marginalement, puisque c'est ici par contre que se trouvera la flopée de stop. Donc attention, ça ne veut pas dire que le creux est formé, ça veut dire qu'on tente de former un creux ici. On est sur un niveau qui peut jouer son intérêt,
Maintenant, attention, si le marché veut aller plus bas pour dégommer l'intégralité des stops, et si d'autres stops de levier ou de margin call restent à 2900 et des poussières, eh ben franchement, je ne vois pas ce qui nous contre-indiquera d'y aller. Donc il faut faire très attention, et je vais finir d'argumenter ça d'un point de vue hebdomadaire. Donc on va se mettre en hebdo, mais là je vais prendre la partie agglomérée, c'est-à-dire tous les exchanges. Voilà, hein, c'est ici, là où on le voit bien, les 3006, c'était donc la clôture la plus basse, tout exchange confondu sur cette zone support. C'est pour ça que j'avais mis ce niveau. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, attention, déjà d'un point de vue momentum, on est complètement survendu en hebdo, c'est la première fois que ça arrive depuis, bon voilà, après j'ai pas assez d'historique sur ce truc-là. Hein, mais donc attention, sortie du squeeze, on vient chercher la survente, soit tout simplement c'est que c'est une tendance baissière qui va aller jusqu'à 0 peut-être, ou Dieu sait quoi, mais on s'en fout, en tout cas plus bas que les prix actuels. Option numéro 2, voilà, tout simplement, ça tente de squeezer à la baisse, dès qu'on survend, ça achète, et on va revenir chercher le prix d'équilibre, puis probablement à terme aller frapper de l'autre côté, essayer de chercher probablement ce canal baissier. Ça reste mon scénario. Maintenant, attention, beaucoup d'incertitudes sur la durée des cycles, les niveaux sur lesquels on va s'arrêter, mais normalement, pour moi, un cycle baissier qui ne va pas tarder à se terminer. La clôture baissière de la semaine dernière, d'accord, si je vous ai mis sur ce graphique, c'est parce que je voulais vous montrer ça. En termes de volume, voilà, deuxième plus grosse semaine de volume à partir de la première fois qu'on a touché les 6000 $. Donc en gros ici, creux majeur 6000 $, c'est là où d'ailleurs la baisse est carrément anesthésiée après pendant plusieurs trimestres. Et maintenant, on rattaque et hop, voilà, on arrive sur le support suivant. Même chose, énorme volume. Certes, la bougie clôture en bas, mais attention, historiquement parlant, ces trucs-là, c'est typiquement le genre de bougie qui peut vous faire un avalement haussier la semaine suivante, ou en tout cas un harami, c'est-à-dire revenir clôturer à l'intérieur de la chandelle précédente. Donc venir clôturer peut-être pas en avalement haussier, mais revenir clôturer peut-être à 5004 à la fin de la semaine ne serait absolument pas une contre-indication. D'accord? Donc vraiment faites attention. Par contre, ce que ça dit également, c'est qu'on peut très bien faire une semaine suivante avec encore plus de volume et une mèche basse. Et dans ce cas-là, on fera un retournement de type Morningstar, c'est-à-dire une grosse bougie baissière avec du volume, un doji avec du volume, mais du volume qui s'écrase, c'est-à-dire volume au début de la semaine, on chasse, puis on fait plus rien, et en fin de semaine, tous les acheteurs arrivent, et la semaine prochaine, on aura une semaine haussière, donc semaine baissière, doji et semaine haussière, c'est une structure de retournement totalement viable également. Moi, pour l'instant, je ne vous cache pas que, étant donné le volume exécuté sur cette semaine-là, je préfère favoriser des achats dès maintenant, dans le sens à dire, on ne sait pas si on va aller un peu plus bas cette semaine ou pas. C'est la raison pour laquelle, donc moi, dès ce week-end, j'ai préféré remettre 50% des 50% qui me restent. Donc en gros, par rapport à mon paquet global de 100% de ce que je veux mettre sur le Bitcoin, d'accord? Donc les 10 000 € que je veux mettre dans Bitcoin, alors c'est un peu moins que ça, c'est à peu près 7 000 aussi, j'en ai mis voilà, un peu plus que ça, mais il m'en reste un petit. En gros, sur les 17 000 balles que j'avais pris à la vente sur les cryptos, et que sur le Bitcoin, en fait, j'avais vendu que ça, il me reste à peu près voilà, une petite poche de liquidité de 3 000 € que je garde pour la possibilité d'une semaine plus baissière, ou dans ce cas-là, on ira chercher des niveaux plus bas, proches des stops, là, donc sous les 3 000 $. Je garde donc une poche de liquidité pour ce faire. Si jamais on y va, évidemment, j'hésiterai pas. Hein, mais dans ce cas-là, ça voudra dire essayer d'aller casser ça, là, essayer d'aller juste passer sous les 2900, et normalement, on ira guère plus loin, puisque à ce stade-là, ce sera très difficile de trouver des vendeurs à découvert. En gros, si on y va, c'est que pour chasser des stops, c'est-à-dire que les seules ventes qu'on va trouver, ce sont des gens qui vendent malgré eux, c'est-à-dire des margin calls, des stop loss et autres trucs du genre. Donc voilà, je vous note donc dans les arguments clés ce matin pour comprendre les cryptos, pour moi, sont là. C'est-à-dire un volume qui est hors norme, c'est sur une bougie qui clôture évidemment avec de la volatilité. Donc c'est pas une bougie lambda. Celle-là, elle a un intérêt, et cette semaine, la façon dont on va réagir face à cette bougie baissière sera très intéressante. Je vous dis honnêtement, j'ai pas un pendule, je ne connais pas la direction qui sera prise cette semaine, mais normalement ça va être décidé assez rapidement. C'est-à-dire qu'on devrait passer peut-être le lundi là à mourir sur la zone ici, essayer de digérer un peu ce qu'on a fait les derniers jours. Probablement dès demain ou après-demain, on aura à mon avis, une réponse assez rapide. Si c'est le sud, on ira très rapidement recasser le plus bas, et puis essayer d'aller chasser les stops, toujours plus bas, hein. Et puis je vous dis, attention, hein, y a pas le plancher est très friable, et on va chercher des stop loss, ce qui fait que ce sont des mouvements très épidermiques qui peuvent avoir tout simplement des amplitudes assez folles. Donc faites attention à ne pas me trader des divergences et autres trucs du genre, hein. Si on chute, ne cherchez pas à rationaliser le marché, ça peut être extrêmement con, et il faudra vraiment pas lutter contre ça.
Voilà. D'un point de vue intraday, donc, on renote toujours les mêmes éléments. Donc, je vais juste remettre le BTC USD de Bitstamp pour être tranquille. Voilà, donc juste le BTC tout court. Voilà, donc d'un point de vue BTC USD en 2 heures, pour moi les signaux sont clairs, à savoir ici on a survendu très fortement, ici on a chassé du stop loss, d'accord, c'est bien ce que je voulais voir, je voulais pas voir une baisse pilotée comme ça, où on baisse dans des canaux en 15 minutes, je voulais voir un arrachage direct, en gros déclenchement de stop dans une zone à faible volume, ce qu'on a fait ici. Et je voulais voir le marché se reprendre. Ça se reprend. Maintenant, attention, on n'est pas non plus sur une reprise fulgurante. Donc là, le momentum pourrait se calmer. Par contre, ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, on a montré une force acheteuse, à savoir un momentum haussier par rapport au creux précédent. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le creux précédent, il n'est pas divergent. Donc attention, je pense que cette vague-là a de fortes chances de retrouver une nouvelle vague haussière, puisque ce qu'on fait statistiquement dans ce type de contexte, c'est qu'on consolide un peu à plat. On fait mumuse ici, mais on ne retrace pas trop. On vient peut-être rechercher ce support-là. Et normalement, la prochaine vague, c'est prix plus momentum haussier. Ça veut dire que derrière, on franchit une résistance. Donc je pense qu'on peut sans problème revenir chercher ça, c'est-à-dire 4646, un truc comme ça. Les niveaux Fibo et les zones où, en termes de dollars, ici, on commence à retrouver des faibles volumes. Donc je pense que pour moi, la théorie, c'est la théorie. Enfin, on va dire ce qui semblerait avoir le plus de probabilité de se produire, selon moi, c'est de dire, voilà, ici, c'est la mèche où on a démonté les stops. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir de là, probablement, on a trouvé des acheteurs. Cette mèche-là, avec le soutien de ce truc-là, je dirais que dans cette zone-là, très forte chance qu'on trouve des boules. Et si on trouve des boules, normalement, ça fera 1, 2, 3, 4, 5. Et boum, on termine une première impulsion haussière. Derrière, on risque de reconsolider assez profond, peut-être même de revenir chercher les 3006. Donc vous attendez pas à ce qu'on soit à 8000 direct. Voilà. Moi, ça me paraît pas du tout viable comme scénario. Mais par contre, je pense qu'ici, on peut trouver une vague assez puissamment haussière sur la prochaine, qui ira probablement sans grande peine dans le surachat. Et donc démontrera sans problème, je pense, cette résistance. Et pour aller chercher probablement celle-ci. Et donc, pour l'instant, moi, je target ces niveaux de retracement Fibo, 23,6 ici dans un premier temps pour encaisser des premiers gains. Mais vraiment des tout petits. C'est-à-dire, en gros, ici, je vais récupérer 10% de mes gains, BTC, Ripple, des trucs comme ça, tout simplement pour racheter encore. Je vais commencer à construire. Voilà. Donc là, normalement, je vais essayer de me construire dans le sens d'une tendance haussière. Et on va donc en parler. Parce que je pense qu'il faut aller regarder dans l'historique un petit peu, se remettre dans le contexte, voilà. Donc ça c'est pour ceux qui l'ont vu hier, je l'ai posté donc en anglais. Je vais vous en faire un repeat en français ce matin pour ceux qui ne sont pas très adeptes de la langue de Shakespeare. J'ai trouvé une pattern assez intéressante sur BTC. Tout simplement, voilà, en fait, je me suis dit, volatilité de court terme, je fais ce que je fais toujours, c'est-à-dire que quand tout le monde se met à parler de tout et n'importe quoi à court terme, le plus important, c'est de se reposer tranquillement dans sa chaise, de respirer un grand coup et puis de regarder bien les time frames longs pour voir quelles sont les implications. Et c'est pour ça donc qu'il y a une mise à jour qui va arriver sur Framework. Je vais vous en parler juste après. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'était simplement ça. Donc si on prend le Bitcoin depuis sa création, et pour moi l'objectif c'est de dire, on essaie de faire de cette chose-là, qui est le Bitcoin, et on va dire les cryptos majeures, celles qui sont quand même assez fortement capitalisées, je ne parle pas des altcoins, des petits coins, mais voilà, sur celle-là, on va essayer d'instaurer, je pense, la recherche d'un pricing proche d'une devise, c'est-à-dire normalement des grands ranges, des ranges très larges, mais des bornes claires où normalement, à part un changement fondamental très fort, on ne casse pas ces bornes. Voilà. Donc des vraies bornes, une recherche de valorisation, de standards de valorisation. Et après, on va osciller à l'intérieur de cet énorme range. Et voilà, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc en fait, depuis sa création, Bitcoin est dans une forme de recherche de valeur. C'est-à-dire que quand on est dans une recherche de valeur, généralement, quand on est sur un actif hautement spéculatif et volatile, on forme des bulles et des crashs à répétition jusqu'à trouver tout simplement un plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir. Et à ce moment-là, on bloque, on franchit plus la résistance, on franchit pas le support non plus, et on fait quoi ? Et ça y est, on peut vraiment considérer qu'on a trouvé le plafond de valorisation, enfin qu'on a trouvé le plancher de valorisation et le plafond de verre qui vont bloquer cette devise pendant probablement quelques années derrière, si tant est bien sûr que Bitcoin soit une devise. Pas de certitude, on doit toujours être ouvert à tous les scénarios, y compris celui du fait que vous ayez éventuellement, et moi aussi, acheté une grosse merde qui ne vaudra jamais rien. Et dans ce cas-là, vous aurez des bitcoins sur un wallet, et comme je vous dis, prenez le bon côté des choses. Si vous n'avez pas mis tout votre capital là-dedans, c'est pas très grave, ce sera une perte, ça fera chier, c'est comme ça, tout ne réussit pas dans le trading, et surtout, vous pourrez faire le malin dans 5 ans à dire « Hé hé, j'ai toujours des bitcoins !» Voilà.
Donc bref, on continue. Voilà, donc depuis son installation 2011, première bubule, d'accord, grosse conso qui a suivi, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même passé de 250 à 50. Et ce qui m'a amusé en fait, c'est que tout simplement, je me suis dit, ah bah tiens, vas-y, on va s'amuser. Hop, on prend point bas, point haut, et on met le bon vieux ratio de mes trading de range. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ah bah fuck, merde. Donc en gros, là, ici, on devrait appliquer la stratégie de range, sauf que comme le marché ne parvient pas à trouver une valeur stable dans le range et qu'il y a trop d'acheteurs, boum, on éclate la valorisation, on va chercher 11 150. Mais on fait quoi, 11 150? Eh bien, si on reprend ces mêmes ratios bottom to top, eh ben, on retrouve quoi? Le marché qui vient faire... Oh bah merde, un pullback pile poil dans la zone bleue encore. Tiens donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on crée une bulle et qu'on forme un crack derrière pour consolider et rechercher une valeur plancher, on applique la stratégie de range. C'est-à-dire que dans ce marché, à chaque fois qu'on installe la valeur au nord, on corrige intégralement en tentant de trouver et de valider un nouveau plancher. À chaque fois qu'un nouveau plancher est validé, on retourne donc chercher la résistance et on regarde s'il y a plafond de verre. En gros, c'est un questionnement logique de recherche de valorisation. En gros, on cherche, dès qu'on trouve un pseudo plafond de verre, on se casse la gueule, on revient tester le plancher. Une fois qu'on a testé le plancher, on revient chercher le plafond de verre et on teste. Et ici, on regarde, ça passe pas. En gros, moi, ce que je vous propose encore une fois, c'est toujours d'acheter ce support-là, de viser cette zone-là pour gérer son risque, pas forcément sortir intégralement, mais gérer son risque, prendre au moins 50% des bénéfices, et d'attendre. Et ici, soit c'est le plafond de verre, on se casse la gueule, et dans ce cas-là, on revient tester le plancher, et si les deux ont tenu 2 fois de suite, on peut considérer qu'on a trouvé la valeur la valeur long terme du Bitcoin, qui ne parviendra plus à casser de résistance ni de support. Et là, hop, non, toujours pas d'équilibre qui se forme, beaucoup d'acheteurs, nouvelle bubule, toujours plus forte, toujours plus haute, on va chercher des niveaux de valorisation encore plus forts, et on avance toujours plus loin, d'accord, dans les capis. Là, forcément, vous avez compris, qu'est-ce qu'on doit faire normalement face à ce truc-là? Eh bien, on va faire la même chose, c'est-à-dire que là, normalement, on doit reprendre, bon, je mets en log, hein, juste pour la simplification de ce truc-là, hop, bottom to top, on enlève le log. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme par hasard, zone bleue. Eh ben dis donc, c'est magique, non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si on est toujours dans cette structure de recherche de valorisation, c'est dans cette zone-là qu'on va trouver des acheteurs. Attention, il s'agit d'une zone qui s'étale quand même de 4008 à 3000 $. Et vous avez bien vu que sur la précédente cycle, on n'a eu aucun problème à aller dire bonjour sous le cycle pendant un moment. On a difficilement réussi à installer des clôtures, c'est-à-dire qu'ici on peut venir faire mumuse et essayer de déclencher des stops pour les imbéciles, mais c'est probablement tout ce qu'on fait. Donc en gros, si là vous êtes prêt à supporter que les prix puissent aller jusqu'à 2000, faire des mèches et des trucs comme ça, normalement, c'est quoi les probabilités à venir pour la suite? C'est bien plus d'aller retester le plafond de verre que d'aller rechercher les précédentes zones de valorisation. Donc, ceux qui pensent 1000 $ et compagnie, moi ça me semble très peu probable. Je pense qu'on va très sincèrement faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire trader ça comme un bon sang de range, c'est-à-dire ici probablement retrouver un plancher et puis aller retester le plafond de verre. La suite, je n'en sais rien. Est-ce que ce plafond de verre va bloquer une nouvelle fois et est-ce qu'on va pouvoir revenir tester le plancher et installer une valeur durable pour BTC? Ou bien est-ce qu'ici, encore une fois, on trouve toujours un déséquilibre en faveur des acheteurs et dans ce cas-là, c'est une nouvelle bulle, direction... peu importe, la bulle, on ne cherche pas une target, parce qu'on ne sait pas. Je veux dire, à l'époque, ceux qui m'imaginaient qu'en brisant les 1150, on irait à 20 000, je pense qu'il n'y en a aucun qui l'avait vu venir. Donc, on ne sait pas où va aller la prochaine bulle s'il y a une bulle. Donc on ne spécule pas sur ce truc-là. Tout ce qu'on peut dire par contre, c'est que si on veut faire partie de gens qui vont profiter de cette bulle, il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire il faut le faire comme la smart money. Il ne faudra pas acheter la bulle, il faut garder ces valorisations-là, pas tout couper ici, et si jamais ça part en bulle derrière, laissez les imbéciles faire monter les prix, renforcez éventuellement un tout petit peu vos positions, mais c'est tout, laissez et surfez sur la vague, mais par contre, vous aurez des prix d'achat complètement imbattables, qui fait que vous ne prenez pas de risque, contrairement à tous les particuliers qui achètent les bulles n'importe comment. C'est un Ponzi, une bulle, c'est un schéma de Ponzi où les prix grimpent simplement par l'espoir de voir d'autres acheteurs plus loin qui achèteront les prix que vous leur vendrez. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus assez d'argent pour acheter, ça s'effondre comme un Ponzi.
C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'est la même structure, et faites attention, le problème c'est que dans un Ponzi, en général, quand vous entendez parler du Ponzi, c'est qu'il est plutôt sur ses phases terminales. C'est exactement donc ce qui s'était produit sur BTC. Donc vraiment, normalement, vous avez appris la leçon. Essayez de retenir et de ne surtout pas reproduire si jamais on va vers la création d'une nouvelle bulle sur Bitcoin. Essayez cette fois de faire partie de ceux qui ont pris les décisions à faible risque. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc les nombreux arguments qui prouvent et qui montrent ici que quoi qu'il en soit, vu le retour de cette structure de volume, et je vous prie, voilà, on va regarder à chaque fois, hein, vous voyez que dans l'historique, chaque fois qu'on vient chercher ces bottoms-là, il se passe quoi? Voilà, hein, là, vous voyez, hop, la première touchette de volume sur le support, où là, on le tient pendant très longtemps, et le moment où on casse ce support, on vient chercher un support plus bas, on déclenche un volume similaire, et c'est généralement le bottom. Voilà. Et derrière, on retrouve une nouvelle bougie volumique, cette fois à la hausse. Donc, si le schéma est le même qu'ici, d'accord, on va voir ici, vous allez voir, c'est la même chose. Hein, c'est vraiment flippant. Alors là, on est par contre dans des structures beaucoup plus immatures. Voilà, hop, mais même chose. Hein, vous voyez, hop, la grosse bougie avec du volume sur le support. On revient le chercher, boum, volume, et c'est le bottom. OK ? Donc c'est vraiment ça la structure, c'est de dire à chaque fois qu'on arrive dans la zone bleue et qu'on a du volume, normalement on forme le creux. Voilà. Bon, donc zone bleue, volume, voilà, hein, pour moi ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ici, si vous n'êtes pas acheteur aujourd'hui, il y a un risque que tout simplement vous ratiez le train. Voilà. Maintenant, ce qu'on constate également, c'est qu'attention, le train, c'est pas non plus un one-way ticket to heaven. C'est vraiment le truc de dire oui. On va y passer du temps sur la zone bottom. Et c'est pas surprenant. Donc, vous imaginez qu'on va être à 20 000 dans 3 semaines, c'est con, complètement con. Ça va probablement mettre 2 à 3 ans avant de retourner chercher ces prix-là. Mais par contre, voilà, on risque de travailler la zone support aussi longtemps que nécessaire. Et attention, on peut très bien maintenir le schéma précédent, à savoir une traversée du désert à faire ici, pour former un support de très long terme. Donc attention, hein, horizon 2020, on peut très bien toujours être sous les 5 000 $. Il ne faut pas que vous ayez une vision court-termiste et timing. Si on traite dans cette zone, alors si je traite dans cette zone, pardon, il ne faut pas faire d'abus de langage, pas de conseils en investissement, si je traite dans cette zone, quel est l'horizon graphique de mon trade ? Évidemment, il est comparable à ça, c'est-à-dire que 2020, c'est le stricto minimum, j'aimerais qu'on soit sorti de cette zone d'ici 2020, quoi. Mais si ce n'est pas le cas, si on est toujours là en avril 2020, ça ne veut pas dire qu'il faut revendre ses bitcoins, ça veut juste dire qu'il faut attendre. La patience, nom de Dieu. Quel est le cadre de ce scénario ? Buy and hold. Dans hold, il faut bien comprendre la notion. Hold, ça veut dire que je ne vais pas changer de scénario en cours de route, même si ça met 1 an et demi à se faire la malle de cette zone. Même si ça met 2 ans. Moi, vraiment, horizon 2 ans. Voilà. Si dans 2 ans, on est toujours sous les 5000, je commencerai à me dire, bon, là, quand même, c'est qu'on a du mal à trouver de la valorisation. Mais je pense quand même que même avec ça, on finira un jour par rebondir et venir rechercher probablement au moins la médiane de ce range, qui sont les 10 000 $, qui me semble être un strict minimum de retest dans le cas d'une tendance baissière. C'est-à-dire que si vraiment ce truc-là vaut rien, on va probablement tenter de construire un plancher, revenir à 10 000, faire acheter les imbéciles. Et puis ici, forcément, ceux qui, comme moi, vont acheter là, on va gérer notre risque dans cette zone-là. On va revendre. Donc si nos ventes ne suffisent pas derrière à maintenir le plancher, et si on crève le plancher, clairement, à ce stade-là, pour le coup, je ne serai plus acheteur. Voilà. Si ce plancher réagit, qu'on vient chercher la zone de nœud, et puis qu'on retourne chercher le plancher et qu'on le casse, là, pour le coup, je ne suis plus acheteur de Bitcoin et d'aucun coin. Hein. Voilà. Si ça, c'est la structure, pour moi, c'est ça une structure baissière. Former un creux ici. Aussi, même si c'est rapide, hein, si on devait y aller très vite, en fait, à partir du moment où on brise ça, c'est-à-dire à partir du moment où pour moi on repasse avec des clôtures hebdomadaires au-dessus de 7700, c'est-à-dire qu'on rentre dans la dump zone, d'accord, là où il ne faudra pas trader, moi je vais distiller mon risque, c'est-à-dire que là-dedans je vais commencer à revendre une partie, pas tous mes bitcoins, mais si derrière, d'accord, on fait ça, tout va bien, ok, ça c'est même ce que je pense qu'on a le plus de chances de faire. C'est la stratégie de range, on rentre dans la zone de nœud, on gère son risque, on rachète ici à grosse dose avec un stop clair sous le bottom et normalement on va viser la zone rouge en 2 temps. Option numéro 1. Option numéro 2, si ici on fait ça, là pour le coup c'est très moche. C'est-à-dire que là si on va faire un plus bas que le plancher avec des clôtures, hein, j'entends bien, si on essaie juste de mécher sous le plus bas, il ne faut pas flipper. Mais normalement si on se dirige là pour le coup ici, là moi clairement je revends tous mes bitcoins et puis c'est à qui veut bien les acheter, peu importe le prix, je vous les revends. Hein, et je ne serai plus acheteur de crypto, ça c'est clair. Je ne veux surtout pas cette structure parce que ça c'est la structure d'un marché baissier. La structure d'un bear market,
Mais pour l'instant, moi, tout m'invite à penser que ce marché va au moins se stabiliser. C'est-à-dire qu'après les bulles successives, soit on va tenter d'installer le range, d'accord, et après, qui sait ce qui se passera dans le futur, soit on ira étaler à la hausse, soit à la baisse, soit on restera à jamais dans ce range. Je ne sais pas. Voilà. Donc, face à ça, tradez intelligent, posez-vous les bonnes questions. Quelle est la question que je vois ressortir en ce moment le plus sur les réseaux et la plus imbécile des questions? Des prix, je vois que ça. À court terme, des mecs qui donnent des targets. Alors on va chercher 3215 parce qu'il y a Dieu sait quelle connerie là-bas technique. Ou des mecs qui me parlent de divergence en 4 heures, donc on va forcément revenir chercher la résistance et le machin et bidule. Bon, que des conneries. La seule chose que vous devez vous dire maintenant, c'est qu'on est dans une zone de prix intéressante, c'est-à-dire qu'on est sorti des black box, on est sur une zone de prix intéressante, l'action de prix correspond à ce que je voulais retrouver, le volume correspond également à ce que je veux retrouver, j'ai les signaux, donc quelle est la conclusion? Voilà, je vous laisse 2 secondes, réfléchissez bien, quelle est la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui? Est-ce que je dis j'ai trouvé le bottom? Ah non. Par contre, est-ce que je dis je pense que j'ai limité mon risque suffisamment pour acheter ce creux? Oui, voilà, c'est ça que je dis en fait. Je dis réellement, je pense qu'aujourd'hui le risque est limité pour considérer des achats sur Bitcoin, sur les zones de valorisation, donc proche de ces 3006. Est-ce qu'on va y revenir? C'est fort possible. Est-ce que c'est le bottom à tout jamais et qu'on ne reviendra jamais dans cette zone de prix et qu'on va s'en extraire de manière extrêmement brutale? Non, je ne pense pas. Donc il n'y a pas de nécessité de courir après des achats et d'acheter des résistances. Par contre, je pense que maintenant tous les supports doivent être payés pour ceux qui n'ont pas d'achat. Pour ceux qui ont déjà des achats, si vous aviez prévu une poche de liquidité supplémentaire, je pense que des achats ne sont pas stupides, mais je pense qu'il n'y a pas nécessité non plus, si vous en avez déjà, de vous dire « Allez, ça y est, c'est le moment, il faut appuyer sur les boutons n'importe comment ». Je ne pense clairement pas que ça soit ça la décision logique à faire sur cette zone de prix. Mais pour moi, il y a un signal clair d'achat sur ce support. C'était une zone identifiée. Voilà pourquoi je me suis positionné pendant le week-end. Est-ce que je garde toujours du cash pour le cas où on irait éventuellement chercher et mécher sous les 2900 ? Oui. Donc, vous savez ce que j'en pense. Je vous dis souvent, mes mots peuvent être interprétés de manière bien différente par différentes personnes. Dans ce cas-là, si vous avez un doute, prenez toujours en compte, puisque je vous dis ce que je fais et je vous donne les montants, prenez ça en compte. Mon réel sentiment, c'est ça. Je pense qu'il y a une forte probabilité qu'on ait trouvé un prix très intéressant et qu'éventuellement on n'y revienne pas. Je pense également qu'on peut aller encore plus bas pour emmerder le monde. Voilà pourquoi je garde toujours une petite poche de liquidité ultra spéculative sur des prix plus baissiers. Si je vois qu'on franchit les résistances, qu'on vient chercher les 4008, je distille un peu et évidemment, tout ce qui me reste, c'est ces 20% supplémentaires, je vais les refoutre dans le marché sur toute tentative de retest d'un support qui suivra. Mais dans cette zone bleue, vous pouvez être certain que jamais de ma vie j'appuierai sur le bouton vente. Le seul prix que je suis prêt à vendre, c'est ça, 4007 et des compagnies là. Voilà, par là, dans cette zone-là, proche des autres Fibo, là, vous voyez, il y a un cluster très puissant dans une zone de faible volume. Moi, franchement, entre 4005 et 4008, je vais revendre quelques BTC. Mais quelques, voilà, 10-15%, pas plus. Donc, mettez bien des alertes chez vous dans ces zones-là, très très important. Hein. Moi, je la mets clairement ici, je vais agir sur BTC. Je vais juste renommer l'alerte. Je vais mettre les deux. Donc, BTC, prise de profit, 15%. Voilà. Ok, 15% pour faire quoi? Pour racheter évidemment tout pullback qui peuvent se faire derrière dans la zone 4000, 3006, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous les replis pour moi seront à acheter dans ces zones BTC, même une fois qu'on aura trouvé ça. Tant qu'on n'a pas trouvé ça, on ne peut pas valider le bottom. D'accord? C'est-à-dire que là, si on va chercher ça, c'est bon, je pense qu'on peut valider ça comme un creux. Si on continue de chuter cette semaine, attention, l'objectif minimum pour moi, c'est 2000, enfin c'est 3000. Venir par là. Et attention, ici, c'est beaucoup de stops en cascade qui peuvent se déclencher. Ne vous amusez surtout pas à me payer cette zone à l'aveugle. Là, il faut vraiment attendre la formation du creux pour payer. Hein? Donc dans cette zone-là, c'est vraiment le truc extrêmement piquant. Je pense que c'est la phase épidermique, la phase complètement conne. Là où ici, vous allez probablement avoir des signaux acheteurs. Si vous vous amusez à les acheter, on n'est pas potes. Je vous préviens avant. Pour moi, la zone technique avec des signaux à payer, c'est là. Si cette zone-là cède, ce qui va se passer derrière sera d'une stupidité affligeante. Ne tradez pas les divergences, ne tradez rien de technique, n'utilisez pas vos indicateurs ici pour acheter ce bottom. Attendez que le marché dérouille, que le volume soit colossal et attendez une bougie verticale qui recte tous les stops. Et une fois que vous avez cette bougie complètement verticale, attendez-vous à voir la plupart des exchanges en panique totale, c'est-à-dire impossible d'aller trader sur les
les Bitstamp et compagnie. Ça va friser un peu partout. Quand vous voyez ça, ok, vous savez que le timing est bon. Dès que les plateformes réouvrent, vous achetez. Et après, vous fermez les plateformes et vous ne touchez plus ça pendant au moins 1 à 2 mois. Vous aurez réalisé votre achat de BTC sur les prix probablement les plus attractifs qui seront proposés. À partir de là, il ne faudra pas vous amuser à me refaire du court terme derrière. Ok ? Voilà les 2 scénarios que je surveille donc sur les BTC et autres cryptocurrencies, puisque donc pour moi elles sont toutes à mettre dans le même panier en ce moment. Elles cherchent à trouver leur bottom, beaucoup indiquent que c'est probable, moi également. Ethereum même chose, on est venu chercher des prix attractifs, beaucoup se disent on va glisser sous les 100 $, mais j'en ai franchement beaucoup de doutes. Gros signal, même chose, gros support, même structure de momentum, à savoir ici on a un momentum puissant acheteur. La grande question est de savoir est-ce qu'on va installer une divergence, c'est-à-dire essayer d'aller casser ce bottom, mais sans réussir à faire un nouveau plus bas sur le momentum. En gros, structure numéro 1, on fait ça, on va à la divergence, on va plus bas ici, mais la prochaine vague sera haussière dans tous les cas avec un momentum acheteur. Option numéro 2, je vous dis, dans tous les cas, en gros, on consolide à plat ici et on recolle une grosse impulsion. Par contre, sur l'Ethereum, je vais être clair, la prochaine impulsion, elle va être costaud. S'il y a bien un truc qui pour moi a peu de résistance en face, c'est l'Ethereum. C'est-à-dire que lui, pour le coup, s'il brise, je pense qu'il retourne à 250 direct. Voilà. Et c'est vraiment stricto minimum. Je pense que pour moi, c'est 220 là, et ici, je serais surpris de voir franchement une résistance. Je pense que l'Ether, ça peut aller faire 300 $ direct. Là, en quelques jours, l'Ether, c'est boum, gros pump, un peu le même que celui qu'on avait eu à l'époque sur Ripple. Le truc d'un coup, boum, hyper épidermique, tout le monde panique, tout le monde est là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les Ethers s'envolent. N'oubliez pas évidemment de faire la même chose que sur Ripple à l'époque. Si ça arrive dans la zone des 300 $ sur les Ethers, n'oubliez pas qu'il faut quand même en encaisser une petite partie. Voilà, tout simplement. Même si je pense qu'à terme, on pourra viser plus que ça, mais dans un premier burst, dans un premier pumping, en gros, n'oubliez pas que dans cette zone-là, si vous en avez pas mal des Ethers, une petite gestion du risque ne sera pas stupide. Voilà. Ne soyez pas parmi les derniers à gérer votre risque. Mais voilà, même chose, la même structure sur Ethereum, sur Ripple, survente massive, d'accord, on surtire le momentum, on est sur des zones de prix attractives. La grande question est de savoir si un excès supplémentaire débile, je parle bien d'une débilité complètement non liée à du technique, me semble totalement possible, puisque dans un crack, ça arrive. Donc faites attention, s'il y a une nouvelle vague, elle sera stupide, et soyez bien conscient de ça. Ayez juste un coup d'avance. Si vous voyez ça, il ne faut pas paniquer. Prenez du recul, dites-vous, ok, c'était prévu, je le vois. Soit j'avais prévu une poche de liquidité pour en profiter. Dans ce cas-là, vous appliquez le scénario à la lettre, votre plan. Si vous n'avez pas prévu cette poche de liquidité, n'allez surtout pas mettre plus d'argent que vous aviez prévu initialement dans ces trucs-là. Vous aviez un scénario, votre scénario, il incluait la possibilité de cette fin épidermique et complètement conne. Vous avez choisi de vous positionner intégralement sur des prix peut-être plus hauts, mais rappelez-vous qu'on s'en fout. La seule chose qui importe, c'est qu'à la fin du scénario, on récolte tous du pognon, en ayant géré le risque de façon intelligente. C'est-à-dire de ne pas avoir pris un risque énorme pour gagner 200 balles. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. On va s'arrêter une demi-heure, mais je tenais ce matin à faire ce commentaire assez long sur les cryptos parce que voilà, je pense qu'on vit une phase assez intéressante, mais très loin de quelque chose qui soit figé. Donc faites très attention, pour moi, tant qu'on n'est pas venu chercher et qu'on n'a pas cassé des résistances, il est vraiment impossible d'imaginer que ce bottom est là, même si beaucoup d'éléments tendent à suggérer que c'est probable. Et Ripple, donc comme prévu, qui est venu casser les 0,37, qui a trouvé un très fort support et qui tente de réinstaller un momentum haussier. Donc attention, on est en phase ici terminale, donc le momentum haussier ne va pas se construire de façon directe sur Ripple. Je pense qu'ici, il faut d'abord créer une première vague haussière qui revient chercher des niveaux de retracement, probablement un échec à 0,50 à prévoir sur Ripple. Je pense derrière la consolidation à venir et probablement la prochaine vague, elle pourrait aller targeter peut-être la zone des 1 ou les différents niveaux de retracement. En tout cas, je pense clairement qu'on peut aller chercher la zone des 1 ici qui correspond à un niveau de retracement 76,4. Voilà donc le schéma que je vois, mais rappelez-vous que là où on casse les résistances, c'est quand on a pris les momentum acheteurs, c'est là où on a là où on peut favoriser les cassures de résistance ou les installations de divergence, mais ça permet de casser quand même les niveaux à la hausse. Donc attention, pour l'instant, regardez le momentum, il fait des creux de plus en plus bas avec des sommets de plus en plus bas. Donc pour l'instant, on est toujours sous l'influence du momentum correctif. Attention à ne pas considérer que c'est gagné sur Ripple.
hein, vraiment pas. On est venu chercher une zone support, les acheteurs sont présents comme on s'attendait à les trouver. Maintenant, attention, il faut qu'ils réinstallent un momentum acheteur pour pouvoir franchir des résistances. Tant que ce n'est pas fait, ne soyez pas trop pressés, hein. Donc attendez bien la formation du momentum acheteur pour pouvoir jouer les trades en breakout. Donc pas de breakout tant qu'on n'a pas installé le momentum acheteur, et pour l'instant je pense que ça nécessitera de vagues. Donc vous voyez qu'en termes d'installation daily, encore beaucoup de patience, ça pourra ne se faire éventuellement qu'en 2019. Les cassures de résistance. Voilà. Attention sur la durée des cycles, vous savez que les cryptos adorent casser les cycles et faire des trucs comme ça, hein, mais même à l'époque, hein, vous voyez qu'on avait quand même réalisé cette chose-là, c'est-à-dire casser le momentum vendeur, installer un support avant de trouver ce gros pump. Donc la phase épidermique verticale, la grosse pompe sur Ripple, elle peut arriver, je pense, mais pour l'instant, le momentum n'y est pas favorable. Donc, je vous invite à rester prudent. Et surtout, voilà, ne soyez pas avide de gains. L'avidité ici, je pense que c'est la première des erreurs, de se dire, vous voyez, l'excitation, de se dire, on a trouvé peut-être le bottom, et donc maintenant, il faut que ça paye tout de suite. Voilà. Non, tout ça, c'est très, très mauvais. C'est ce que vous devez absolument bannir de vos trading. Je pense qu'ici, on va avoir une première réaction probablement haussière. Ce qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'où cette petite première poussée peut aller et comment on gère la consolidation qui peut suivre pour construire éventuellement derrière ce plancher et le momentum acheteur qui permettra derrière éventuellement, sous condition de validation de toutes ces étapes, d'installer peut-être des franchissements de résistance toujours aussi épidermiques que nos cryptos savent le faire. Voilà, allez, on va sur les marchés classiques, calendrier économique de la semaine. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? RBNZ, allez, super, on va noter ça. Draghi, on s'en fout. Il serait peut-être temps par contre qu'il se bouge le cul côté BCE pour nous envoyer des émissaires un peu moins colombes que... Enfin voilà, il serait temps de nuancer un peu le discours. Le G20, c'est quand déjà? Je ne sais plus, mais c'est dans pas longtemps. PIB trimestriel des États-Unis, ça va être intéressant. Donc, hein, ils ont quand même chuté. Hein, rappelez-vous, la dernière fois, quand même, ils prévoyaient annualiser des 4%. On commence un peu à baisser en même temps que les valorisations. Les ventes de logements neufs seront à regarder, je pense, et surtout les stocks de pétrole. Pétrole dont on va parler ce matin dans les swings. Et c'est à peu près tout ce qu'on va voir. Et donc les minutes de la Fed jeudi. Donc jeudi, le big swing, mais on va dire donc un gros cluster mercredi, jeudi. La grande classique, c'est la structure qu'on a le plus souvent. Hein, voilà. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de structures de semaine en termes de swing, en termes de gestion dans une semaine. C'est soit vous avez des très gros catalyseurs dès le lundi. En général, vous avez eu un swing qui s'est produit la fin de semaine précédente, qui va anticiper les positionnements pour le début de la semaine. Là, ensuite, ça c'est le grand classique, c'est-à-dire le gros de la semaine se constitue entre mercredi et jeudi. Dans ce cas-là, ça, on a un lundi très hésitant en général, un mardi un peu plus dynamique, et puis mercredi et jeudi, évidemment, les catalyseurs poussent le marché dans des structures un peu plus tendancielles, à moins que les chiffres surprennent, hein, mais normalement, le marché est quand même pas trop mauvais dans l'anticipation des nombres. Et généralement, vendredi se poursuit la tendance et les premières prises de bénéfices, de sécurisation en fait, des tendances qui ont pu être initiées en début de semaine. Donc normalement, lundi c'est pauvre hein, dans ces semaines-là. On fait une semaine pas très intéressante, sauf si on a des choses à digérer. On verra ce qu'on a de notre côté là. Et sinon, vous avez le dernier cas, donc des NFP, où vous avez des publications statistiques le vendredi, où là, généralement, le lundi est d'un inintérêt le plus total, le mardi également, et seulement mercredi, on commence à avoir des mouvements. Hein, normalement, c'est lundi, c'est mort, mardi, ça bouge un peu, mercredi, ça bouge, jeudi, c'est mort, et vendredi, on installe les tendances dès que les catalyseurs sortent. Voilà, c'est un peu les trois types de semaines type que vous pouvez rencontrer en trading. Donc là, on se dirige donc vers une classique, une semaine de mercredi-jeudi avec des gros catalyseurs. Donc attendez-vous à un lundi pas forcément très intéressant, et un mardi qui le sera peut-être un peu plus. Éventuellement. En tout cas, on va attendre la session américaine. Là, on voit que les Européens, quand même, font un petit rebond ce matin. Je pense qu'on doit avoir une détente sur l'Italie. Encore une fois, je ne regarde pas les news. Hein. Moi, je ne fais pas de trading de news. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Ce que je vois sur les prix, c'est que là, apparemment, ça rebondit, mais ça rebondit très timidement en Chine. Ça rebondit au Japon. Donc ça veut dire yen, probablement, en détente du risque. Et donc, oui, j'ai tendance à dire, à mon avis, ça sent le truc italien qui se détend un peu, ou en tout cas une bonne nouvelle peut-être à digérer sur le camp italien. On va aller voir tout ça après. Donc, je vous propose d'aller voir direct le taux à 10 ans italien. C'est IT 010, pardon.
It this year. Ok, voilà. Donc, un peu de détente sur les taux italiens. Ça ne me surprend pas. On va regarder si les taux... pardon, non, c'est pas ça. On va regarder si les taux allemands baissent également. Hop. Ok, voilà. Donc, réduction des spreads sur les taux, c'est très bon. Voilà, c'est très bon signe. Donc là, alors par contre, attention, hein, on est quand même sur des choses assez impressionnantes hein, en termes de spreading ici. Voilà. Hein. Donc quand je parle de réduction du spread, c'est une tendance qui commence. Hein. Donc je pense que voilà, cette très forte divergence ici, donc les crispations européennes que vous connaissez, donc qui ont démarré à ce stade-là, on voit bien donc phase de décorrélation. Je pense qu'on arrive sur la phase de recorrélation. On peut donc ici utiliser notre bon vieux schéma habituel. Je vais aller les rechercher, nos Fibo sur le temps. Voilà. Trend-based Fibonacci time. Donc la phase de décorrélation ici, d'accord, hop, on a dit la phase de recorrélation apparemment ça semble être par là. Donc le moment où on va avoir normalement taux allemand se remettre à la hausse, là où les taux italiens vont se remettre à la baisse. Donc considérons que c'est depuis cette zone-là, aujourd'hui, ce pic-là qu'on y arrive. D'accord, normalement on doit viser... Alors... Je vais aller chercher, voilà. Normalement, on cherche à viser ici un 0,618. Non. Non plus. Ah, fuck. Oh, ils font chier avec ça, TradingView. Putain, un jour, ils vont le corriger, ce bug, j'espère, parce que c'est d'un chiant. On recommence. Donc, on a dit décorrélation, recorrélation. Hop. Et je veux un 618... 0,618. Voilà. Donc comme d'hab, hein, ce sont des zones théoriques. Normalement, la recorrélation met beaucoup moins de temps. Ah non, attendez, je vous dis n'importe quoi en plus. Je fais Nawak. Voilà. Donc non, c'est normalement... On doit chercher... ah oui, alors, celui-là revient au départ. Putain, je suis désolé, hein, des fois je m'embrouille. Voilà. Normalement, le point de fin, enfin le point de switch se trouve à 0,618 du ratio total de corrélation-décorrélation. Ce qui fait que ça nous donne normalement ici, d'accord, vers cette zone-là, un point théorique de recorrélation. Ok, voilà. Donc, si on commence à retendre les taux européens, surtout allemands, et à détendre les taux italiens, pour reconverger tous les deux vers une zone médiane, normalement, on peut estimer que la fin de la recorrélation se produira jusqu'à avril 2019. Donc, en gros, premier trimestre de fin du QE. Ce qui semble totalement logique et en lien avec ce que j'attends. Donc, on va voir ça timidement. Est-ce que ça va se mettre en place? Mais normalement, on doit donc généralement revoir tout ça avec, je vous rappelle, le même ratio, c'est-à-dire qu'ici, dans la phase correction, si on considère plus haut, plus bas, normalement, ici, on vient chercher le fameux 618. Donc, hop, hop, hop. Alors, dans l'autre sens, du coup, ici, ce sera 38,2. Alors, de toute façon, c'est réciproque, hein, vous connaissez. Donc, voilà, normalement, ici, le point de recorrélation, théoriquement, ça nous donnerait ça. Ça nous donnerait donc, horizon avril 2019, un Bund à 1,60. Même chose à peu près pour les taux italiens. Attention, hein, ici il y aura quand même un spread, le taux allemand ne sera jamais au même taux que le taux italien, hein, ça me paraîtrait quand même fou. Mais donc voilà, imaginez que ces deux lignes tendraient à converger vers ce truc-là. Donc hausse des taux allemands et baisse des taux italiens pour essayer de reconverger vers un médian de 1,60. Donc attendez-vous peut-être à des Bund à 1,15, 1,20 au lieu d'1,60, de même que des taux italiens proches de 2, 2,5, plus que 1,60. Voilà. Mais imaginez-vous que l'objectif, c'est d'essayer de reconverger et de retendre vers cette zone à terme. Okay, donc probablement, en général, les structures de recorrélation sont assez brutales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas linéaires, mais voilà, mais courbées, c'est-à-dire attendez-vous normalement à ça, c'est-à-dire on forme des asymptotes, on a tendance généralement à recorréler comme ça, c'est-à-dire voilà, je m'attends à une phase un peu épidermique sur les taux, où à la fois les taux italiens vont tendre, mais dans l'autre sens, d'accord, vers l'équilibre, d'accord, vers le prix qu'on trouvera, et on tend un peu, c'est un peu ça que j'attends.
Donc une tension assez, enfin une diminution du spread assez brutale pour marquer la fin du cycle. Mais je pense, voilà, à terme, tendre vers cette zone médiane ici, hein, donc nos fameux 1,60. Mais ça se fera de manière différente pour les deux. Mais à terme, je pense qu'on visera ces zones-là, vraiment à terme, hein, donc une zone d'équilibre. Et notez-là, je pense qu'elle est vraiment importante, de 1,60. Ce sera un truc à garder en tête pour l'année 2019, ce fameux niveau donc des 1,60 pour les taux européens, qui me semble être un taux d'équilibre en attendant de nouvelles informations, soit plutôt récessives, soit toujours en reprise de croissance. Et n'oubliez pas que c'est totalement possible. Ceux qui pensent que c'est déjà scellé et qu'on va vers une récession, attention, ça se rapproche de la certitude. Et vous savez ce que je pense des certitudes en trading. Voilà, donc les taux, c'était le deuxième gros scénario swing qu'il fallait aborder. Je pense qu'on va s'attaquer immédiatement au FX. Je regarde tout de suite mon pote AUDNZD. Yes, nous y voilà. Ça y est, hein, en hebdo, on voit bien, ça va donner des signaux bien haussiers. Donc on se dirige vers le plus haut de la semaine précédente. J'aimerais bien le voir céder. Pour l'instant, on vient le chercher, c'est pas gagné. On travaille donc le plus haut de la semaine passée avec un gap haussier AUDNZD, c'est cool. Maintenant, je veux voir les catalyseurs de la semaine dernière nous donner un petit peu plus de sentiments. Ici, on est bon, hein, on est momentum OK. Je ne comprends pas franchement pourquoi Sine Wave ne l'est pas. Je vais aller regarder ça de plus près, mais là, théoriquement, on devrait quand même avoir un Sine Wave acheteur, donc je ne comprends pas pourquoi il n'a pas trouvé ça. Ah, OK, d'accord. Alors ça, c'est chiant, et effectivement, voilà, c'est juste parce qu'ici il y a tout ça et que ça tire un peu fort. Normalement, ça peut pas... Voilà, bon, donc, moi, je pense qu'on est bon. Hein. Là, c'est juste un petit bug. Je vais le corriger. Hein. Voilà, je vais aller le corriger direct. Mais donc là, ici, on est bien Sine Wave plus Momentum OK, ce qui fait qu'on a bien une petite flèche bleue. Et on est ici sur le support, hein, d'accord ? C'est-à-dire que cet achat, il faut le faire en daily, sur signal daily, signal qu'on a eu ici, dans un contexte. Je garde ça. Voilà, on en parle maintenant. Voilà. Donc, quel est cet update que je vous fais sur Framework? C'est une toute petite update, hein. Je vais aller chercher un endroit où elle est visible. Voilà. En fait, maintenant, vous allez voir de temps en temps ça, c'est-à-dire un gros trait là, comme ça, qui sort de nulle part. Quand vous voyez ça, ça veut dire que vous êtes sur le contexte du time frame supérieur. C'est-à-dire que quand vous tradez ce graphique, vous savez qu'ici se trouve le support du contexte du T supérieur, donc daily. Ça veut dire que quand vous avez ça, alors si vous voulez absolument traiter sur ce contexte-là, d'accord, si vous voulez traiter sur ce time frame, c'est interdiction formelle de prendre une vente sous ce niveau. Hein. Ça veut dire que vous êtes sur le support de l'UT supérieur. Il ne faut certainement pas faire le mariole à vous amuser d'aller me prendre une vente là-dessous ou des trades en breakout. Ça ne veut pas dire qu'on achète à l'aveugle non plus, mais ça veut dire qu'effectivement, tous les signaux d'achat que vous allez trouver sous ce truc-là, il ne faudra pas hésiter à les payer. Hein. Mais ça veut surtout dire que si vous êtes dans une zone de contexte sur l'UT supérieur, il vaut peut-être mieux chercher les signaux sur l'UT supérieur. Okay, c'est ça que ça veut dire. Là, vous voyez que du coup, vous êtes effectivement bien dans le contexte daily. Donc, il vaut mieux traiter ici et chercher vos signaux en daily plutôt que de trader en 2 heures. Okay, c'est simplement ça que ça veut dire. Quand vous êtes aux bornes du contexte supérieur, tradez l'UT supérieur parce que vous aurez des signaux de bien meilleure qualité qu'en 2 heures. OK ? Donc, faites bien attention à ça. Cette ligne-là, elle est simplement pour vous dire ça. Si vous voulez traiter sur ce time frame, c'est possible. Ce sera agressif, parce que traiter un time frame plus court, alors qu'on est en train de traiter un time frame supérieur, c'est plus agressif. Vous aurez des signaux plus précis, mais attention, vous aurez aussi des faux signaux. Hein, enfin, des signaux beaucoup trop agressifs, et du coup, le prix pourra aller plus bas. Regardez ici, par exemple, vous aviez des premiers signaux acheteurs ici, et pourtant, on est allé bien plus bas. Par contre, en daily, vous n'aurez probablement le signal d'achat que là, à 1,064. Donc, il faut voir, il faut gérer votre risque comme vous voulez. Mais quand vous avez ce truc-là, voilà, notez bien ça. Cette ligne-là, ça veut simplement dire que vous êtes sur le contexte de l'UT supérieur et que, dans ce cas-là, interdiction formelle de vendre quoi que ce soit en dessous de ça, que des achats sous cette zone de prix, si vous êtes agressif. Sinon, ça veut surtout dire, barrez-vous de ce time frame, allez trader là où vous êtes dans le contexte. C'est en fait pour vous aider à trouver le time frame sur lequel vous devez trader. Si vous pouvez trader un time frame supérieur, allez sur le time frame supérieur. Okay, là, vous voyez que je ne vois aucune de ces lignes-là. Elles sont beaucoup plus loin. Voilà. Donc là, je suis en train de trader pile poil au milieu. Donc, je peux effectivement trader ce contexte daily. C'est sur ce time frame-là que je dois chercher mes trades en UDNZD. Okay, c'est ça que ça veut dire. C'est le seul time frame où là, je suis aux bornes d'un contexte qui est très loin du contexte supérieur. Donc là, les prix vont tendre vers ces zones-là, soit 0,96, soit 1,20. Moi, évidemment, j'ai tendance à penser qu'on va plutôt vers 1,20. L'avenir dira si j'ai tort ou j'ai raison. Si je me plante, évidemment, ce sera gestion du risque, une perte, et vous connaissez la suite. Je suis un spéculateur, pas un visionnaire.
On regarde DXY. D'un point de vue hebdo, la clôture de la semaine passée, très belle. Elle est certes à la hausse, mais elle a bien cassé le plus bas de la semaine dernière en maintenant très largement le plus haut. On est bien sur une zone technique ici où ça vend. On voit bien le cadre technique daily ici. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a le signal hebdomadaire dans un contexte daily. Ça veut dire qu'on trade avec les signaux daily, mais on garde un reliquat hebdomadaire pour viser au moins le contexte ou le cadre technique hebdo. Donc là, le trade dollar, pour moi, il a un horizon de temps à tenir au moins un trimestre et demi, mais au moins une quinzaine, vingtaine de bougies hebdomadaires à tirer sur ce trade. Parce qu'on a un signal hebdomadaire. Donc comme on trade en hebdo et que c'est un triple signal hebdo, certes, on rentre en daily sur ce scénario, mais on tient les positions. Donc les scénarios dollars, encore une fois, ayez un horizon de temps graphique dans votre tête. Si vous tradez ça, il faut tenir les positions jusqu'à mai 2019, à peu près, mars-avril-mai 2019. D'accord ? Donc ayez un time frame sur ces trades-là. Soyez conscient qu'il faudra beaucoup de patience. D'accord ? Il ne faudra pas avoir peur si on a des petits rebonds et des trucs comme ça. Validation du trade dès qu'on pètera ça. C'est-à-dire il faudra essayer dans les semaines à venir, venir péter ce truc-là, peut-être un rebond, et puis bam, essayer de tirer vers ces niveaux de retracement. Moi, je vise bien 91-20 sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'arrivé ici, clairement, moi, je commence sérieusement à réduire la voilure. Mais ici, il y aura donc franchement, je pense, une zone de TP max. C'est-à-dire ici, il faut limiter ses gains et récupérer ceci. Voilà pour la partie dollar. Sur la partie euro, toujours un peu lié aux problématiques italiennes, mais on est bien sur un niveau de Fibo, 23,6, pareil, des gros signaux hebdomadaires aux bornes d'un contexte daily. Donc même chose, c'est des signaux daily qu'on recherche ici, mais on tiendra ces trades dans un contexte hebdomadaire pour viser même chose, je pense, cette zone de retracement et 121 sur la zone des Européens. Donc ici, même chose, ce sera pour moi un scénario de prise de bénéfice ici et d'encaissement sur ce truc-là, obligatoire à faire. D'accord ? Même chose, évidemment, je vais aller le refaire sur le DXY, je vais mettre une alerte aussi. Maintenant que j'ai un compte pro, je vais bourriner de l'alerte. Hein. Voilà. Hop. J'ai peut-être pas dû foutre des SMS pour ça quand même, c'est pas la peine. Essayer de ne pas trop me faire bombarder de SMS non plus. Voilà. Ok, là les alertes sur l'appli suffiront amplement. Et notre pote le yen, donc lui qui ne donne pas encore les signaux hebdomadaires, mais qui donne de beaux signaux daily. Donc là, on n'est pas dans le même cadre sur le yen, hein. On est simplement dans des achats assez cool. Hein. Là, on voit bien le bottom et son bel achat ici. Boum, grosse réaction acheteuse. On vient confirmer ici. Là, on se dirige pour moi vers la tentative de débordement de cette zone-là. Attention, on voit bien que le yen, il est pour l'instant toujours... il nous casse les couilles. Mais ça doit vous parler sur ce schéma-là. On installe quoi ? Momentum acheteur, d'accord ? Sur des supports clairement identifiés, tout m'invite à penser que ça, je ne m'amuserai pas à passer vendeur, d'accord ? Même si on termine le cycle acheteur, ici j'attends des breakouts, donc je m'attends à ce que sine wave se fasse péter les cycles et donc des cassures de résistance. Ce que j'attends ici, c'est bien ça. Boum, un débordement de cette résistance. Comme on a une structure proche d'un double bottom, normalement je vise le doublement de cette structure de conso. Donc évidemment, vous dites, moi ce que je vise sur le yen, c'est ça. C'est de dire, voilà, on a préparé, on a un contexte ici qui est acheteur avec un cadre technique tout plat, donc c'est typique de la structure double bottom. Je pense qu'on va déchirer le cadre technique pour aller chercher la zone haute ici, donc probablement un trade à faire sur cette zone-là. Et ici, par là, on commence à réduire la voilure, donc entre 91,3 et cette zone-là. Donc moi, je dirais ici qu'on a quand même une très très forte zone résistante, hein, par là. Tout ça, ça me semble extrêmement résistant. Donc je dirais vraiment même chose, hein, que les autres forex. Même unité de temps, hein, je pense qu'ici on vise pareil du début 2019, enfin du premier trimestre 2019. Mais sur ces zones-là, là, il ne faut pas oublier, surtout pas oublier, des premières prises de bénéfices à réaliser sur les paires en yens. Pour ceux qui s'amuseraient à les jouer avec moi, il faut vraiment être très prudent. Mais attention, hein, et j'insiste bien là-dessus, ce sont des scénarios qui vont mettre du temps à se valider. Les phases épidermiques arriveront probablement à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir tenir, souffrir, douter et attendre que, boum, d'un coup, ça break, on soit là et qu'on récupère les gains. Évidemment, à ce moment-là, tous les suiveurs de tendance seront en train de courir après les prix.
les spéculateurs vont faire quoi? Ils vont tout simplement les regarder s'affoler. Nous, on prendra des renforts tout doucement, sans prendre de risques. Et pour ça, on devrait normalement voir de très jolis gains à la fin. Pour l'instant, ça reste sur les phases spéculatives. Pour ma part, sur l'intégralité des scénarios Forex, il est donc interdit formellement d'utiliser des leviers. Surtout que pour moi, tous ces scénarios sont liés, à savoir euro, dollar et yen ont un destin qui sera similaire. Donc, en tradant ces trois devises, vous vous exposez 3 fois au même scénario, je pense. C'est-à-dire que si ça échoue, pour moi, tout va se planter. C'est-à-dire que du coup, au lieu de quitter le dollar pour aller se répartir euro et yen, les capitaux vont s'agglomérer encore plus dans le dollar, concentrer toujours plus les flux. Et je vous ai averti de ce risque-là dès la semaine dernière via un tweet. Je vous ai dit, le problème, c'est que si c'est ça qui se produit, on va avoir une chute vertigineuse du gold, du silver, de l'US Oil. Tout ce qui est coté en dollars va s'effondrer parce que le dollar sera dans ce cas-là extrêmement recherché et fera chuter toutes les valorisations contre le dollar. Donc là, il faut faire très très attention. C'est une possibilité. C'est pas celle que je trade, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire. S'il se produit l'inverse et que le marché décide de défier, ça peut très bien se produire. Si vous luttez, vous perdez votre compte. Et je vous rappelle que le trading, c'est juste d'essayer de faire ce qu'on peut pour gagner sans jamais risquer de se faire niquer. Donc là, comme le risque, c'est de vous faire baiser la tronche si jamais vous vous amusez de trader ça avec des leviers, c'est pas du trading dans ce cas-là, c'est du gambling. Vous pariez que le dollar va s'effondrer. Si ça s'effondre pas, vous êtes ruiné. Si ça s'effondre, vous êtes millionnaire. C'est cool. Voilà, c'est génial. Est-ce que vous voulez risquer tout votre avenir financier sur un pari? Non, ce n'est pas ce qu'on fait dans du trading. C'est pas ce que je vous apprends. Donc, s'il vous plaît, respectez les règles. Pour l'instant, impossibilité de valider ce scénario. On est en phase ultra spéculative. Soyez donc exposés de façon logique à cette spéculation. Apple, on en parle parce qu'en swing, c'est intéressant. Donc, Apple, la semaine dernière, c'est voilà. On ne peut pas faire pire que ça. Clôture tout en bas. Le volume baisse. Attention, c'est important de noter la petite baisse du volume. Donc, je m'attends à ce que cette semaine, effectivement, on trouve une forme de stabilisation quelconque. Donc, à surveiller, mais je ne pense pas que ce soit non plus bérésina baissière sur Apple. Voilà, je m'attends plutôt à un truc comme ça. Donc, peut-être trouver des supports dès le début de semaine. On voit que ça rebondit à Wall Street, donc ça semble corroborer ce scénario-là. Je pense que soit on va osciller entre ces deux niveaux FIBO, c'est-à-dire soit on reste bloqué là-dedans, en gros, on vient chercher ce FIBO-là et on oscille dans ce range-là avant de repartir à la baisse, soit je pense tout simplement qu'on va essayer d'invalider la cassure de ce FIBO-là et revenir coter un peu dans cette zone-là. Mais pour moi, les 190 sont une résistance maintenant et je pense que le marché va les revendre. Mais je pense que le marché va les retester d'abord. Donc voilà, je m'attends à la formation d'un petit range ici. Moi, dès qu'on vient chercher 190, c'est renfort sur Apple, sous condition de signaux, on est bien d'accord. Mais signal daily ou 2 heures à sous 190, je cartouche gentiment ces prix. Vous voyez bien qu'ici d'ailleurs, on est aux bornes du contexte hebdomadaire. Ça veut donc dire que tout ce qui est au-dessus de là, c'est interdit d'acheter, on ne prend que des ventes. Voilà. Donc là, ici, c'est bien le scénario qu'on a mis en place sur la pomme. Je regarde ce que j'ai d'autre à vous mettre sous la dent. C'est à peu près tout. Alors, General Electric, il faut toujours attendre. Il continue de se faire cartoucher. Donc, pour l'instant, interdiction formelle de toucher à ce truc-là. En hebdomadaire, pareil, c'est très moche. Ça montre que le bottom n'est toujours pas là. On est bien sur les phases épidermiques. C'est interdit de vendre ici. On est en hebdo. On est sous un contexte mensuel. C'est interdiction formelle de vendre du General Electric. Ça veut dire que si vous les avez achetés, vos General Electric, c'est pas le moment de vous péter des stops. Donc c'est pour ça que c'était bien buy and hold. On repassera, je pense, au-dessus de ce prix-là, mais il faut être très patient. Mais il y a interdiction formelle de vous prendre une vente là-dedans, qu'elle soit volontaire, c'est-à-dire vous ne revendez pas vos achats ici, c'est interdit, mais c'est interdit également de vous faire margin call ou de vous faire stopper. Voilà, donc pas de stop sur ce trade, c'était obligatoire, ça faisait partie des règles. C'est pour ça que l'exposition sur ce trade devait être très faible, 5% du capital, pas plus. Ok, on est bien toujours ici buy and hold parce qu'il est impossible de se faire stopper sur les prix ici. Ce serait une honte de vendre, de revendre des General Electric à 7,56. C'est hors de question. Là, on hold de la value et on attend que la phase épidermique se termine et elle reviendra très rapidement. Là, on cherche les acheteurs. Enfin, on cherche à niquer les vendeurs. Une fois qu'il n'y aura plus de vendeurs à niquer, qu'il n'y aura que des holder, il va falloir chercher quoi? Les prix de vente, et les prix de vente pour moi sont très loin, ce qui fait qu'on reviendra mécaniquement chercher des résistances assez vite derrière, à mon avis, sur General Electric. Mais pour l'instant, ça nécessite de la patience et de la rigueur.
Tout comme Bitcoin, hein, là ici l'objectif n'est pas de chasser le prix le plus bas et d'avoir le best price sur General Electric. Le but c'est de prendre un gain avec un risque limité. Je pense toujours qu'à terme on se redirigera tout comme Bitcoin, hein, voilà, revenir chercher ces zones résistantes et essayer de chasser un peu de stop au-dessus, venir chercher du 16 à 18. Et évidemment quand on sera dans ces phases-là, vous vous direz ah ouais c'est vrai que bon au final j'ai peut-être pas eu les meilleurs prix, même vraiment des prix pas très bons hein, pour ma part, mais on s'en fout. Moi tout ce qui m'importe c'est qu'au bout d'un moment j'appuie sur le bouton et que ce bouton il génère un gain et pas une perte. Et que pour obtenir ce gain, je n'ai pas risqué n'importe quoi ni pris un risque énorme. Voilà, Gold, du coup, on est lié, pieds et poings liés par rapport au scénario sur le dollar. L'US Oil, j'ai donc acheté juste avant la clôture la semaine dernière. Je suis malin, je vous ai donné je vous l'ai annoncé sur Twitter après la clôture des marchés futurs pour que vous ne puissiez pas copier mon trade. Mais voilà, on est bien ici donc dans une structure de baisse complètement folle. Hein. On est en daily, donc ici on est venu chercher un contexte vendeur. Bon, voilà, hein, c'était bien la recherche de vente que je faisais là-haut. J'aurais jamais pu imaginer qu'on ferait un truc pareil. Mais donc on est là, on est sur une structure sur vente, sur un niveau de support exact, c'est-à-dire pourquoi j'ai payé ce signal-là. Alors il n'était pas là encore, mais je sais qu'il n'allait pas tarder à arriver. J'ai payé le niveau FIBO, hein, voilà, 50,31, tout bêtement. Je pense qu'on retourne ici à 55,30 dans un premier temps, et ça me semble un strict minimum. Je pense que derrière, on peut sans problème remonter, mais pour ça, il nous faut un dollar baissier. Tant que le dollar n'oriente pas son signal vers la baisse, je pense qu'il faudra rester très prudent. Mais donc moi, ce matin, je commence la semaine avec un joli petit gain sur l'US Oil. Attention, vu la volatilité et la stupidité du pricing de ce machin, hein, regardez, on est en survente depuis... Waouh, 27 bougies, 28, donc 30 bougies. Ça fait 30 jours de cotation que l'US Oil est en survente massive, en daily. Hein, voilà. Ça, j'en vois rarement des trucs comme ça. Hein, j'en vois très rarement. En fait, c'est un effondrement complet. Hein, voilà. Donc, je pense que ça, malheureusement, c'est une distorsion de prix. Et si jamais ça se détend et qu'en plus de ça, on se retrouve avec un dollar baissier, attendez-vous ici pour le coup à une reprise assez brutale des prix. Donc je pense qu'on peut travailler dans cette zone un peu, hein, c'est-à-dire former un petit range par là, mais je pense que c'est probablement des releases haussières à venir. 50 $, c'est un prix que je voulais payer. Donc pour moi ici ça me semble très attractif dans le sens où tout simplement je pense qu'on va aller démonter le contexte derrière, c'est-à-dire je pense qu'à terme malheureusement c'est plutôt vers là qu'on se dirige pour le pétrole, plutôt vers cette borne de contexte que celle-là. Maintenant attention, hein, je pense que celle-là n'est pas non plus à proscrire, ça dépend vraiment du scénario dollar. Si le scénario dollar s'invalide, c'est direction ici pour l'US Oil, dans ce cas-là tout simplement il ne faudra pas lutter. Hein, voilà. Mais moi, je ne prends que les tendances qui font du sens pour moi. Les tendances qui ne font pas de sens, je ne les suis pas. Je les regarde et je ne trade pas contre elles. Si je vois vraiment l'installation d'une très forte tendance baissière sur l'US Oil, je laisse tomber, tout simplement. Je laisse tomber le truc et puis voilà, je regarderai les prix baisser. Ceux qui auront joué le sens vendeur se prendront des gains. Moi, je ne prendrai pas de gains. Mais l'essentiel, c'est d'éviter de lutter contre un marché qui est tendanciel dans le sens que vous ne voulez pas. On n'est pas là pour imposer sa vision au marché. On est là, par contre, pour essayer de prendre un max de gains quand le marché va dans votre sens. C'est vraiment ça, la stratégie. Voilà, donc ce début de semaine, on surveille, c'est plutôt pour l'instant pour ma part pas trop dans le bon sens, c'est-à-dire le dollar essaie de se reprendre, pardon, non je dis n'importe quoi, c'est dans mon sens, le dollar se fait démonter un petit peu, j'aimerais bien voir cette semaine nos potes NZD Yen confirmer son avalement baissier hebdomadaire, c'est-à-dire la semaine dernière, hop, voilà, c'est une semaine complètement folle quand vous avez ça, hein, c'est-à-dire cassure du plus bas, maintien du plus bas, du plus haut, mais une semaine intégralement haussière. Alors on n'en voit pas souvent des comme ça. Donc ça c'est depuis ce matin, hein, voilà. Donc là ça ouvre tout en bas et on revient chercher tout de suite en haut. Donc grande question, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que ce marché veut essayer d'aller un peu plus haut ou bien est-ce que ce marché continuera de se dégrader? Et ici on est directement sous résistance dès l'ouverture. C'est totalement possible, hein, puisque moi je pense que là c'est dû à des rebonds sur le yen, des petites détentes de risque, mais je pense sincèrement que risque ou pas risque, notre pote NZD qui a son catalyseur donc mardi et mercredi, je pense qu'il devrait peut-être commencer à se calmer. C'est prévu quand même qu'on puisse aller éventuellement un peu plus haut sur le NZD Yen, qu'on essaye de déborder ça en fait, qu'on essaye de casser cette résistance et je pensais d'aller mécher au-dessus de ce FIBO. On voit ici la zone de très faible volume à 78,20. Je pense, et moi je garde des sous pour vendre ça, hein, c'est-à-dire là, hop, une petite méchasse à 78,32, ça je suis prêt à vendre sans problème par là, hein, voilà, je dirais au-dessus de ça, essayer de chercher des ventes.
essayer de chercher des ventes là-dedans me semble totalement intéressant. Mais je pense qu'on peut essayer d'aller déborder ça. Sans installer de clôture au-dessus des 78, je parle juste d'aller mécher là-haut, faire chier le monde, et il ne faut pas atteindre le POC, c'est-à-dire qu'il ne faut pas atteindre les 78,58. Normalement, c'est juste on vient là, on tente de déclencher les stops des couillons qui les ont mis un peu trop près, et derrière, bam, on gros vend fortement, et je pense que c'est là qu'on aura l'installation de la tendance baissière, donc dans la revente de ce contexte vendeur NZD Yen. En fait, tout simplement, c'est quoi? C'est que je pense qu'ici, on va casser ce contexte-là, ce support, et qu'on va installer cette tendance baissière. C'est-à-dire qu'ici, je pense qu'on revient faire mumuse, on revient toucher, typique vague 4, et qu'il nous reste une vague 5 épidermique pour terminer le travail ici, et on aura fait A, B, C, et après, évidemment, NZD Yen haussier. Mais je pense que là, attention, on parle hebdomadaire, donc le même swing, je pense qu'il nous reste un swing baissier qui tire, même chose, jusqu'à avril, juin 2019. Le prochain swing, en fait, le prochain swing majeur sur les FX. Mais voilà, clairement, j'attends donc un petit mumuse par là. On vient tirer même chose, le même gros swing. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que très probablement derrière, le prochain gros swing hebdomadaire se produira probablement pas avant le Q2 2019. Donc ce qu'on travaille maintenant pourra probablement installer des tendances jusqu'à Q2 2019. Toujours ayez cette perspective d'horizon graphique, d'horizon temporel quand vous prenez vos trades. Ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement tirer jusqu'à 25 avril 2019, c'est par là, voilà, on va dire mai, avril, mai, juin, mais dans cette zone-là, c'est là où il faudra commencer à rechercher des reverse en swing, encaisser les gains totaux des scénarios mis en place s'ils ont payé, et évidemment commencer à chercher de nouveaux swings, de nouvelles phases spéculatives. VXN, on va en parler. Donc toujours la volatilité à la hausse sur la semaine. Donc je m'attends à ce qu'elle se réapprécie cette semaine également. Donc attention, enfin dans les prochaines semaines, mais je m'attends normalement à boum, voilà, une petite orientation toujours haussière de la volate. Donc attention à ne pas considérer les rebonds de ce matin comme tout simplement gagner et argent facile. Je pense pas, voilà. Je pense par contre que les achats de la semaine dernière sur la zone euro peuvent peut-être tenir peut-être un jour de plus, peut-être que jusqu'à demain. Mais par contre, demain, il ne faudra pas oublier d'encaisser les achats de rebond sur les indices pour ma part. En tout cas, des achats au moins, des prises de profit d'achat partiels. On va en parler juste après pour clôturer tout ça. Et donc les junk bonds, toujours orientés à la vente, mais attention, on va arriver sur un premier niveau de support. Je ne pense pas que ce support puisse faire son travail, je pense qu'on va essayer de tirer un peu plus bas. Donc attention, support sur les junk bonds, ça peut effectivement favoriser l'installation de range sur les indices, mais je pense qu'à terme, la phase épidermique de risque reste sensible, et je pense qu'il nous restera dans ce cas-là une nouvelle phase complètement folle sur les junks, qui catalysera probablement la nouvelle reprise baissière, là où on aura hausse VXN et tout ça. Donc je reste toujours en faveur d'une nouvelle phase de baisse à prévoir sur les indices américains, peut-être début décembre, mais je m'attends normalement à ce que les 3 dernières semaines de décembre soient plutôt favorables à des reprises acheteuses pour revenir chercher les niveaux d'ouverture annuels et peut-être installer des clôtures annuelles légèrement positives pour les indices américains. J'estime probablement entre 2 et 5% de gains sur les indices, sur les différents indices par rapport au cours d'ouverture, mais guère plus que ça. Je ne les imagine pas faire une clôture négative non plus. Mais voilà, probablement aller rechercher les niveaux proches de l'ouverture annuelle pour la fin d'année. Allez, les indices, qu'est-ce qu'on en est? Ah oui, alors, FTSE, je le surveille celui-là. Je pense que, sincèrement, notre pote FTSE, il va être temps de l'attaquer un peu plus. C'est-à-dire que je pense que sur ces structures de consolidation, ici, on est bien ici aux bornes de ce contexte acheteur en daily, d'accord ? Mais je pense malheureusement que ce contexte va avoir du mal à trouver preneur, c'est-à-dire que je ne l'achèterai pas ici. Je pense qu'on va avoir une nouvelle phase de baisse sur le FTSE pour essayer d'aller dégommer des stops là-dessous. Alors rappelez-vous, pour moi, le scénario ici, c'est ça, c'est-à-dire un porte-voix. Et je pense qu'on va aller chercher la phase basse de ce porte-voix pour aller acheter. Mais que maintenant qu'on a bien latéralisé, qu'on a la place, vous voyez, pour venir chercher cette zone-là, c'est-à-dire que là, graphiquement, le porte-voix nous permet aujourd'hui d'y aller chercher cette zone. Et je pense que le marché, tout simplement, va s'en donner à cœur joie. C'est-à-dire qu'ayant la possibilité de venir chercher ce bottom, on va venir mécher là-dessous. Et je pense qu'il y aura pour le coup, ici, des encaissements totaux pour ma part sur le FTSE. Donc je reste j'ai toujours des petites ventes sur le FTSE. J'en ai encaissé une bonne partie, mais il me reste un tout petit peu. Et je pense que là, on consolide. Je pense que ce n'est pas encore mature. Je pense essayer de casser ça, là, vous voyez, pof, là, et dans les prochains jours, ici, essayer de rechercher pour ma part une petite vente FTSE.
au-dessus de ça là. Donc je pense, vous voyez, on fait un A, B, C, mais au-dessus de ce truc, essayez de chercher des ventes. Donc voilà, je mettrai ici entry sell à faire par là, donc une recherche de signal vendeur probablement en 2 heures là-dedans. One week, crossing, recherche, signal vendeur, UT 2 heures, me semble être un scénario pas inintéressant sur notre pote FTSE. Donc recherche de renfort en 2 heures pour jouer une dernière phase épidermique. Évidemment, ici, c'est encaissement total. Une fois qu'on casse le bottom, il faut se faire la malle. Une fois qu'on arrive à passer là-dessous, je pense qu'il ne faut pas viser plus que ça, mais je pense qu'on va aller chercher quand même les stops de nos potes d'abord. Et après, évidemment, voilà, c'est reprise du... on va commencer à pricer sur la devise, donc le GBP va commencer, je l'espère quand même au bout d'un moment, à reprendre son sentiment de tendance haussière. Et évidemment, cette fois, ça va carrément pénaliser le FTSE, de chez carrément, parce que tout ça, là, c'est des hausses qui sont dues à la devise. C'est-à-dire qu'ici, les entreprises UK sont carrément dans la merde, on est même sur des signaux récessifs côté UK, mais la bourse se maintient très bien. Pourquoi ? Parce que la devise a chuté de ouf et que ça a fait un effet de base GBP qui malheureusement va se résorber, et quand l'effet va se résorber, en plus de ça, si les entreprises sont toujours en difficulté, entreprises en difficulté plus devises qui montent, ça va faire très mal et ça va casser du cul côté UK. Mais moi, je ne viserai pas plus bas que ça dans un premier temps. Si on doit installer une tendance baissière, je pense qu'il y aura un rebond avant. C'est-à-dire, je pense que ce qu'on fait, c'est ça, et après éventuellement une phase complètement baissière. Mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va sur des phases de détente sur les US, sur les indices d'abord. Phase épidermique, je pense qu'il reste une dernière phase épidermique pour tous les indices, même les indices européens. Je vous rappelle les gaps, on va aller en parler après. Derrière, une phase de rebond, mais je ne pense pas que le rebond, ce soit pour tout de suite. Je pense que là, pour l'instant, on rebondit un petit coup, à court terme, quelques semaines, une semaine ou deux, et puis probablement début décembre ou première quinzaine de décembre, une grosse phase très épidermique de quelques jours, et puis on remonte fin décembre. C'est ce que je favorise en termes de timing. Maintenant, attention, je vais attendre des signaux pour corroborer ça, je ne traite pas à la boule de cristal, vous le savez. Mais derrière, suite à ça, et tout le premier Q1, Q2 2018, probablement jusqu'au prochain swing, vous voyez, dans cette zone-là, je pense que ce sera des hausses de valorisation indicielle globale avant de reprendre éventuellement, sous condition donc, de maintien des dégradations de structure de prix, dans ce cas-là, de reprendre des ventes au milieu de l'année prochaine. Mais très clairement, je vous ai dit, pour moi, Q1, Q2 2019, ce ne sera que de l'intraday parce que je pense qu'il n'y aura rien d'autre à faire. Les swings seront très dangereux, les stratégies de couverture complètement folles. Dans cette phase-là, moi, je jouerai du forex sur les swings de long terme, clairement pas d'intraday là-dedans, mais je ferai de l'intraday sur les indices. En gros, on fera du DAX, du S&P tous les jours. Mais les swings, je les surveillerai, mais clairement, je ne ferai pas attention à un mouvement épidermique qu'on pourra avoir. Ça va être brutal. En gros, ici, je pense que cette phase-là, en termes de construction de prix, il faudra vous attendre à des trucs comme ça. C'est-à-dire que la direction sera probablement claire, mais on risque de faire des gros pullbacks, des gros retracements de type 61. C'est-à-dire ça avance, puis on efface tout, puis on réavance. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas un mindset très clair, vous allez faire les switchers, vous allez acheter, vendre, vous faire démonter complet. Et je pense que c'est vraiment la posture la pire qui sera adoptée dans ce type de marché-là. Il faudra vraiment avoir un scénario très clair, autoriser beaucoup de mouvements de prix brutaux et ne surtout rien changer au scénario parce que ça risque d'être punchy l'année prochaine, surtout en début d'année. Voilà, allez, on finit sur les indices européens et les indices américains juste derrière. Alors, on va chercher Deutsche 30. Donc, on regarde le DAX, gap haussier, très léger sur ce lundi matin. Mais pour l'instant, ça tient. Alors, pardon, je dis n'importe quoi. Gap hebdomadaire, mais donc gap haussier, là, ce matin, très beau gap haussier, et ça paye sur le DAX. Donc, je pense, comme prévu, comme on avait dit, on a créé un point C plus bas que le point A. Je pense qu'on se dirige vers cette zone-là où il faudra rechercher des ventes. Donc, au minimum, à partir du contexte. Donc, je pense qu'il faudra attendre le contexte 2 heures. D'accord ? Cadre technique daily, c'est le contexte 2 heures. Je pense qu'on va rechercher ce contexte. Attendez qu'il charge. Voilà, je pense qu'on va revenir chercher ce contexte au courant de la semaine pour venir lui dire bonjour.
hein, tout simplement. Donc timidement, mais je pense qu'en 2 heures, on viendra chercher des petites ventes par là, pour ma part. Donc attendre qu'on rentre dans ce contexte 2 heures, qu'on essaie probablement de le casser un peu, et je pense qu'au-dessus de ces zones-là, mais sans casser le plus haut, je pense qu'on n'ira pas reprendre les 11 007. Je pense que c'est par là qu'il faudra aller rechercher nos ventes. Donc là, en 2 heures, les achats de la semaine dernière, pour moi, on arrive aux bornes du cadre technique, ce qui fait que je vais faire quoi? Une gestion du risque. Je vais aller le faire tout de suite, mais je vais aller encaisser un petit bout de mes achats DAX. Hop, voilà, comme quoi c'est pas cool, c'est pas mal. J'aime bien commencer la semaine avec un beau gain. Hein, donc j'avais pas mis de levier hein, sur ces trucs-là. C'était un levier modéré. Je devais avoir du 0,75, un truc comme ça, mais ça me fait un joli petit gain ce matin pour commencer la semaine. Surtout un gain encaissé. Hein, je préfère quand les gains sont dans la caisse. Donc voilà pour ce matin, c'est surtout ça, c'est à peu près la seule chose que je viens de faire en fait ce matin. Je n'ai pour l'instant rien fait de plus que ça. Donc un petit encaissement partiel, j'encaisse 50% hein, sur la borne de ce cadre technique, tout simplement parce qu'on est un peu sur la médiane du range. Je pense qu'on va le démonter sans grande peine, hein. Mais voilà, donc je reste acheteur, mais ici je gère mon risque. Mais le gap ici m'invite à penser qu'on va essayer d'aller tirer rapidos vers là-haut, mais gestion du risque oblige, j'encaisse donc 50% de la position prise la semaine dernière. C'est donc tout ce que je fais ce matin. On regarde un petit coup d'œil sur les indices américains. Alors même chose, hein, je vais mettre une alerte là. Hop. Voilà. Chercher. Vente en contexte plus signal 2 heures. D'accord ? Voilà, donc pour l'instant, c'est patience, il n'y a rien d'autre à faire que ça, il me semble. Et on regarde un petit coup le S&P 500. Hop, voilà, donc S&P 500 hein, qui a terminé la semaine très moche. Lui, il a terminé la semaine tout en bas. Mais je pense même chose, hein, ça regape ce matin. Donc ils en sont où là? Ils ont gapé 2665. Voilà, donc gap aussi à prévoir. Direct sous les résistances, je m'attends à ce qu'ils gapent ici. Hein, c'est-à-dire qu'ils gapent sur le plus haut de la semaine passée. À Wall Street, ils vont essayer ça. Hein, regardez ce que ça donne en fait en hebdomadaire. Voilà. C'est très moche, mais on va essayer de gaper là-dedans, c'est-à-dire de gaper dans la bougie précédente, et donc revenir tester les différentes résistances de cette semaine fortement baissière. La grande question est de savoir donc comment vont réagir les Apple et trucs du genre. Est-ce que c'est un simple rebond du chat mort avant de réattaquer dès cette semaine ou au courant de la semaine? Mais voilà, je pense que Wall Street, il faudra vraiment avoir les yeux rivés là-dessus au courant de la semaine, puisque là, très sincèrement, voilà, je m'attends à réouverture par là, hein, donc 2665. Je m'attends à ce qu'on revienne retester très rapidement les 2686, clôturer cette zone de gap, rester ouverte. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on a laissé un gap ouvert. Si Wall Street veut installer un range, il faut immédiatement aller clôturer ce gap-là, hein, parce que sinon c'est ce qu'on appelle un gap d'accélération, et là ça installera un sentiment de tendance baissière. Donc là, comme ça se détend un peu ce matin, je pense que c'est le premier des objectifs, aller clôturer ça et probablement aller retester les 2687, les premiers niveaux de retracement FIBO, pour je pense à terme essayer donc d'installer ce fameux range. Ici on n'a pas cassé le plus haut à Wall Street, et là on n'aura donc pas réussi à casser le plus bas, ce qui veut dire que pour moi ça favorise bien l'installation de ce que je pensais, c'est-à-dire d'un pseudo-triangle, même si ici on a retracé très fortement, hein, mais ça reste pour moi une structure donc d'accumulation, et je m'attends donc à une structure de type triangle ici à venir. Voilà. Donc probablement un truc comme ça, mais c'est ça que je vais trader à Wall Street, donc plutôt un triangle de continuation, c'est-à-dire on vient là, on digère sur les moyennes de prix 200 jours et compagnie. Hein, rappelez-vous, la 200 jours elle est là, hein, elle oscille pile poil au milieu du triangle. Je vais vous la mettre parce qu'elle est importante. D'accord, on va la mettre à travers le BB50, mais vous allez la voir tout de suite. Voilà, la 200 jours, elle est là. Elle oscille ici, elle est en train de s'orienter à la vente. Donc je pense qu'on fait mumuse là-dessus, puis on la rejette. Et c'était prévu, hein, je vous ai dit, ici, c'était l'installation haussière. Là, je pense qu'on installe un range qui va osciller autour de la 200 jours, mais je pense qu'on peut sans problème aller plus bas que ça, un peu plus bas sur le S&P, revenir chercher ces zones épidermiques, là 2005 maxi, pas plus de 2004, et ça ne sera dû probablement qu'à un sell-off massif sur les techs, type Apple et compagnie, une phase très épidermique, très court-termiste, avant je pense de se reprendre assez rapidement, hein, voilà. Donc ça c'est le scénario du tout va bien, c'est-à-dire l'option de on arrive à tenir la clôture annuelle. Ça c'est le scénario du tout va mal, on clôture pas le gap ou on le clôture et on réattaque immédiatement à la baisse. Et dans ce cas-là, Wall Street se prend une cartouche
jusqu'à début décembre, et après on remonte gentiment. Voilà. Plusieurs options, mais là il y a un swing qui se prépare sur cette semaine. Malheureusement, je pense que ça dépendra des catalyseurs et de la Fed cette semaine. Je ne sais pas ce que la Fed nous réserve, je ne sais donc pas comment le marché va l'interpréter, et encore moins comment les prix vont y réagir. Donc patience, mais cette semaine ne sera pas inintéressante du tout. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. L'émission aujourd'hui est un peu longue, même sans avoir pris les questions, mais évidemment, on a passé une grosse demi-heure rien qu'à parler des cryptos, donc c'est normal. Allez, je vous souhaite donc bonne semaine, soyez sages, pas trop de levier en ce début de semaine, pensez que les temps sont durs, puis c'est la fin d'année, on va avoir les habillages de bilan, les trucs du genre qui vont commencer à se mettre en place pendant le mois de décembre, donc pensez malin, pensez que c'est pas le moment d'aller foutre des gros leviers partout, juste le moment d'essayer de prendre des petits gains pour finir l'année simplement. Et évidemment, on aura le temps et tout le loisir de faire une émission de revue complète de l'année 2018. Quels ont été les trucs qui ont bien marché, pas bien marché pour moi. Toujours pour la transparence, hein, et on ne cachera pas les trucs qui n'ont pas fonctionné. Je vous donnerai des chiffres cette fois, hein, j'irai regarder sur le compte, préparer tout pour vous dire quels ont été les points d'entrée, les machins, les gestions du risque. On reverra tout, hein, on fera une énorme émission, retour sur 2018, et puis le 1er janvier 2019, on fera comme chaque année mes perspectives pour l'année à venir. Allez, bye bye.